Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal, première fumée blanche dans les négociations entre le M23 et le gouvernement congolais. Un communiqué conjoint a été publié mercredi sous la médiation du Qatar. Si rien de nouveau n'a été dit, il reste cependant un premier pas dans les discussions directes entre les rebelles et la RDC. Et Emmanuel Macron, en visite à Madagascar, s'est exprimé sur la crise en RDC. Il s'est opposé au double standard défendant l'intégrité territoriale de la RDC au même titre que celle de l'Ukraine. On va parler musique également dans ce journal. Il se tient en ce moment une grande cérémonie d'hommage à Papa Wemba au Musée national congolais à Kinshasa à l'occasion du 9e anniversaire de sa disparition. Un livre dédié à l'artiste sera présenté au cours de ce grand événement où se mêleront témoignages, spectacles et expositions en hommage à Kuruyaka. Et dans le monde, nouvelle journée d'hommage au pape à la basilique Saint-Pierre où est exposée la dépouille du souverain pontife. Des milliers de fidèles affluent pour le dernier hommage avant la cérémonie officielle de ce samedi. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. Je le disais à la une, le gouvernement congolais négocie directement avec le M23 et ça se passe à près de 9000 km d'ici, en dehors de l'Afrique. Les négociations de Doha ont produit quelque chose, un premier communiqué conjoint entre les deux parties en conflit qui a été même lu à la télévision nationale congolaise. À quoi cela va-t-il aboutir? Jean-David Kilolo a essayé d'y réfléchir. Les discussions de Doha entre la République démocratique du Congo et les groupes armés M23 sont dites conjointes, mais signées séparément, offrent un espoir un peu prudent. Mais plusieurs obstacles rendent un partenariat solide ou une résolution définitive incertaine à court terme. On peut soulever des points positifs. Les pourparlers ont abouti à une déclaration conjointe le 23 avril, où les deux parties ont réaffirmé leur engagement pour une cessation immédiate des hostilités. Pendant la durée des discussions, cela marque une étape importante, car c'est la première fois depuis longtemps que Kinshasa et le M23 s'entendent publiquement sur un objectif commun, mais temporaire. Le Qatar a réussi à réunir les deux camps dans un cadre discret, permettant des échanges directs, là où d'autres médiations, comme celle de l'Angola, avaient échoué. Le retrait du M23 de Walikale, début avril 2025, présenté comme un geste de bonne volonté à renforcer la confiance, même si ce geste reste symbolique. Les États-Unis ont exercé une pression diplomatique et économique sur Kinshasa et Kigali pour une désescalade, ce qui pourrait encourager les deux parties à maintenir le dialogue. Des concessions mutuelles ont été rapportées, notamment sur la question de la nature du conflit. Le M23 veut être traité comme une entité distincte du Rwanda, tandis que Kinshasa le voit comme un proxy rwandais. Mais la prudence reste démise. Les négociations restent fragiles, marquées par une méfiance palpable. Les discussions directes ont été interrompues pendant plusieurs jours et les échanges passent uniquement par les médiateurs qataris. Le M23 exige des mesures comme une amnistie totale, l'abrogation des condamnations à mort et la reconnaissance d'un dialogue direct par le président Félix Tshisekedi. Kinshasa, de son côté, insiste sur un cessez-le-feu inconditionnel et le retrait des rebelles des zones occupées. Ces divergences avaient bloqué les pourparlers. Malgré les discussions, des affrontements ont été signalés ça et là sur terrain. La RDC considère le M23 comme un relais de Kigali, ce que le Rwanda nie officiellement. L'absence de discussions claires implique directement le Rwanda, complique la résolution du conflit. Car le soutien rwandais au M23 est un facteur clé, selon les rapports de l'ONU. Ce partenariat durable entre la RDC et l'M23, dans le sens d'une coopération
ou d'un accord politique semble improbable à ce stade, car les objectifs de deux parties divergent fondamentalement. Kinshasa veut neutraliser l'M23, tandis que l'M23 cherche une légitimité politique et des garanties pour ses membres. Cependant, un cessez-le-feu temporaire ou des mesures de confiance, comme des retraits partiels ou des engagements humanitaires, pourraient émerger si les deux camps font des compromis. Le succès dépendra de plusieurs facteurs, notamment la capacité du Qatar à maintenir la pression pour un dialogue continu, la volonté de Kinshasa de céder une certaine demande du M23 comme une amnistie partielle, une implication plus directe du Rwanda, potentiellement sous la pression internationale, la réduction des tensions sur le terrain pour éviter que les combats ne sabotent le pourparler. On peut espérer un apaisement temporaire, comme une trêve formalisée, grâce aux efforts de Doha et à la déclaration conjointe du 23 avril 2025. Cependant, un partenariat solide ou une paix durable reste incertain en raison des divergences profondes, des tensions persistantes sur le terrain et du rôle ambigu du Rwanda. La situation reste volatile et tout progrès dépendra des concessions mutuelles et d'une médiation internationale soutenue. Justement, comme vient de le dire Jean-David Kilolo, le gouvernement congolais et la rébellion du M23 disent tous vouloir œuvrer pour une conclusion d'une trêve. Mais qu'en est-il exactement? Cette fois, on en parle avec un expert qui est en ligne avec moi, Henri Désiré Nzouzi. Bonjour, bienvenue à vous. Vous êtes en ligne depuis Bruxelles. Vous avez suivi l'évolution des pourparlers de Doha. Est-ce une vraie avancée dans la résolution pacifique du conflit? La trêve est une cessation provisoire des combats par convention entre les belligérants. Donc ils se mettent d'accord pour cesser provisoirement les combats et il ne s'agit en aucun cas d'un cessez-le-feu. Cela étant, on vient de loin car souvenez-vous, il y a à peine quelques jours, le M23 exigeait la libération de tous les prisonniers politiques, l'annulation de toute une série de condamnations, bref, des exigences fantaisistes auxquelles évidemment Kinshasa n'a pas adhéré. Ce dont il faut simplement se féliciter, c'est qu'après plusieurs jours de blocage, il y a une opportunité effectivement d'entrer dans le vif du sujet. Et Dieu sait que les sujets sont nombreux. Pour autant, il faut néanmoins rester prudent car le M23 nous a beaucoup et très souvent habitués à des manœuvres dilatoires qui étaient ni plus ni moins destinées à faire gagner du temps et à leur faire donner un certain avantage sur le terrain. Donc, voyons comment les choses vont s'articuler. J'appelle évidemment Kinshasa à la plus grande prudence, car nous ne sommes pas à l'abri d'une surprise de dernière minute. Mais s'il s'agit d'une manifestation de bonne volonté du M23, cela devrait aller dans la bonne direction, mais néanmoins, prudence. Henri Désiré Nzouzi, justement, la prochaine étape, c'est quoi et que devait être la posture ou la position du gouvernement congolais dans ces pourparlers? Alors, la prochaine étape va très certainement se focaliser sur les questions qui fâchent. Je rappelle que la résolution 2773 adoptée le 21 février dernier demandait le retrait des troupes rwandaises, le retrait du M23 de Goma et de Bukavu. Or, ces négociations se déroulent au moment où ce mouvement rebelle, soutenu par Kigali, occupe toujours ces deux villes. Donc, il va falloir avancer à la fois par concession et par compromis. Par concession, c'est-à-dire que les deux parties vont devoir accepter de renoncer à un certain nombre de choses, et par compromis, parce qu'il faudra se mettre d'accord sur des choses qui font plus ou moins consensus. Mais encore une fois, c'est un processus de négociation qui va s'avérer difficile pour toutes les parties. Il va falloir que chacun y mette du sien. S'il y a des concessions qui sont faites, il faudra voir ce qu'elles coûteront à chacune des deux parties. Mais ce qui est certain, c'est que Kinshasa ne devra en aucun cas transiger sur l'intégrité territoriale et la souveraineté que le gouvernement exerce sur l'ensemble du territoire de la RDC.
Pour le reste, eh bien, nous verrons. Ce sera forcément au cas par cas, avec bien évidemment de la part du M23 une volonté de faire monter les enchères. Et je rappelle que tout ceci se déroule au moment où le Rwanda, tranquillement, observe de loin ces discussions sans avoir de compte à rendre. Et ça, c'est un problème qu'il faudra néanmoins régler très rapidement, car il n'est pas question que le Rwanda se soustrait du processus de Luanda. C'était Henri-Désiré Nzouzi depuis Bruxelles, expert en politique extérieure qu'il est. On va parler de ce sujet que j'évoquais aussi dans le sommaire. Le président français Emmanuel Macron, en visite à Madagascar, a appelé mercredi à une solution politique. Emmanuel Macron insiste sur le respect de l'intégrité territoriale de la RDC et a fustigé les tensions ethniques et des mouvements politiques. Il s'est exprimé donc hier sur les antennes de TV5 Monde Afrique. On l'écoute dans cet extrait choisi par Héritier Ntambwa. Je suis pour la souveraineté et l'intégrité territoriale partout. Il ne doit pas y avoir de double standard. Et on ne peut pas dire, quand il s'agit de l'Ukraine, on a un problème avec les frontières internationales, et quand il s'agirait de la RDC, on accepte que les étrangers, les voisins, viennent mettre la main sur des ressources. Non. Donc le premier point, j'ai toujours été clair avec tout le monde, l'intégrité territoriale et la souveraineté des Congolais doit être respectée. Deuxième chose, il y a ensuite les tensions ethniques qui existent depuis longtemps à l'est de la RDC, des mouvements politiques qui portent une partie d'ailleurs de ces tensions ethniques avec le M23. Ceci doit être traité politiquement. Et donc nous, ce que nous voulons faire, c'est par la discussion, et avec la RDC, et avec le Rwanda, et avec toute la sous-région, trouver un chemin pour que l'intégrité territoriale, la souveraineté, le respect des intérêts de chacun, la désescalade politique et ethnique se fasse. Et la France se positionne dans, en quelque sorte, une situation de facilitateur. Et donc, on a proposé une feuille de route. Je parle en permanence avec les deux présidents. Je le fais en soutien de l'initiative africaine. C'est-à-dire du rôle que le président Lorenzo a joué avec le processus de Luanda, que le président Uhuru Kenyatta puis Ruto ont joué avec le processus qu'ils ont porté de Nairobi. Et maintenant, avec ce que l'Union africaine a décidé de regrouper, et le rôle qu'a l'envoyé spécial du président Lorenzo dans la personne du président Faure. J'ai déjà parlé au président Faure. Il va se rendre dans les tout prochains jours au Rwanda. Il s'est déjà rendu en RDC. Et moi, je cherche à ce que tout ça s'unifie pour la plus grande efficacité, parce qu'on a aujourd'hui une situation humanitaire qui est terrible. On reste dans l'est du pays, toujours dans le Nord Kivu, maintenant précisément à Nyiragongo, où un événement malheureux s'est produit très récemment, le mardi précisément. Une cinquantaine de jeunes ont été enlevés de force à leur domicile dans le territoire. Ces jeunes ont été enlevés par des hommes armés qui ont mené cette opération, laissant la communauté dans l'effroi et l'incompréhension. Selon plusieurs sources locales, cet acte criminel s'est déroulé pendant au moins 4 heures dans le village de Bouhama, dans le groupement de Kibati. Un notable de la région a confirmé que ces jeunes d'âge varié auraient été chargés dans un camion avant d'être amenés vers des destinations inconnues. L'indignation est donc palpable parmi les habitants. On écoute les explications d'Éric Bouanaputu, député national élu de Nyiragongo. Oui, c'est une information que nous confirmons. Vous savez, depuis la prise de la ville de Goma en janvier, la ville de Goma est devenue invivable. Si on n'a pas été kidnappé, on est donc mort. Et ceux qui sont les rescapés, malheureusement, il y a autant de jeunes qui sont en train d'être enlevés et nous pensons que forcément ils sont en train d'être amenés dans l'armée. Au lieu de faire des sensibilisations pour qu'ils fassent l'enrôlement volontaire dans l'armée, malheureusement, il y a autant de jeunes qui sont en train d'être pris par force. C'est de cette manière qu'ils sont en train d'être enrôlés dans l'armée. Et là, je pense que le M23 doit se prendre responsable de cette situation, parce que c'est une question que nous condamnons et qui est d'ailleurs anormale.
Bon, vous savez, avant la prise de Goma, il y avait bien sûr des cas de kidnapping où on devait kidnapper une seule personne, peut-être un vieux, peut-être un enfant, peut-être... Là, c'était dans le cadre de chercher de l'argent, parce que le kidnappeur de l'époque cherchait de l'argent, peut-être avoir enlevé une personne pour ensuite demander la rançon. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Bien sûr, il y a des cas pareils, mais quand on vient dans un quartier, on enlève 10 jeunes, 15 jeunes, 20, quelle est l'importance d'enlever 10 jeunes, 20 pour les amener dans un endroit inconnu, et en plus, vous allez les revoir, ils sont déjà des militaires. Voilà, c'était donc Éric Boana-Poua, toutes mes excuses. Et dans le chapitre de l'effort de guerre, le ministre de la Défense nationale, Guy Kabombo Mwadiamvita, a reçu la délégation du réseau d'affaires Makutano, venu avec une cargaison des vivres destinés à soutenir les militaires engagés au front pour mettre fin à la guerre d'agression dont est victime notre pays. La remise de ces biens a eu lieu en présence du chef d'État-major général adjoint en charge de l'administration et logistique, le lieutenant-général Kabomba Wakasanda. Un geste symbolique qui témoigne de la volonté du secteur privé à participer à l'effort de guerre tel que prôné par les présidents de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le patron de la défense congolaise, Guy Kabombo Mwadiamvita, n'a pas manqué de remercier la coordination du réseau Makutano pour ce geste qui vient contribuer tant soit peu à redynamiser les forces armées congolaises. C'est au nom du président de la République, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et celui de la Première ministre, chef du gouvernement, que je reçois ces lots importants de vivres pour nos forces armées de la République démocratique du Congo. Pour la présidente du réseau Makutano, Nicole Soulou, ces gestes viennent en soutien à l'effort de guerre initié par le président de la République dans le cadre de la mobilisation générale face à cette guerre d'agression dont est victime la RDC de la part du Rwanda. Donc nous sommes venus remettre quelques colis pour les forces, nos forces armées, pour leur dire c'est qu'ils ne sont pas seuls, c'est qu'on reste mobilisés derrière eux jusqu'à la dernière heure. Chaque citoyen, je pense, chaque secteur, chaque personne devrait répondre à cet appel pour justement montrer qu'on est une nation. Ce soutien logistique est constitué d'une cargaison de produits alimentaires essentiels dont 1000 sacs de semoule, 1000 cartons de cuisses de poulet, 500 cartons de biscuits, 125 cartons de boîtes de conserves cornet bœuf et 100 cartons de tomates dans le but de renforcer la ration alimentaire des FARDC déployés dans les zones opérationnelles. Et puis le processus d'identification des confessions religieuses et de délivrance de permis d'exercer de culte se poursuit et le ministre Constant Moutamba lui aussi continue de recevoir les confessions religieuses. Le mardi dernier, il avait reçu une délégation de l'Église apostolique venue se conformer aux nouvelles règles établies par le garde des Sceaux. Les confessions religieuses de la République démocratique du Congo s'approprient désormais les programmes d'identification couplés à la délivrance de permis d'exercice de culte lancés par le ministre d'État de la Justice, Constant Moutamba. L'Église apostolique a rencontré les gardes des Sceaux pour être en règle avec l'État congolais. C'est l'apôtre Ézéchiel Bidoya qui a conduit la délégation de cette Église implantée à travers le monde. Ce dernier a encouragé l'initiative du ministre d'État de la Justice qui tient à remettre de l'ordre dans ces secteurs. Pour identifier tous les membres de notre église, parce que c'est une église qui regorge plusieurs centaines de paroisses. Et donc nous sommes venus pour effectivement entamer ce processus d'identification qui va déboucher sur l'octroi des permis de culte. Et donc nous saluons cette initiative de son Excellence Monsieur le ministre d'État de pouvoir organiser ce secteur, raison pour laquelle nous sommes là aujourd'hui pour répondre à cette invitation. Exactement, nous sommes là effectivement pour soutenir et encourager cette démarche. C'est vrai que l'Église en tant que telle a obtenu sa personnalité juridique depuis 1991, mais cela n'a pas empêché que l'organisation qui est en train d'être mise sur pied
puisse effectivement compter parmi les mesures d'organisation du secteur de culte. Et notre Église, voulant être en règle avec les autorités, voilà pourquoi nous sommes venus, pour pouvoir accompagner ces démarches de son Excellence. Rappelons que la cérémonie solennelle du lancement officiel des opérations d'identification et de délivrance des permis d'exercice des cultes des confessions religieuses avait eu lieu au mois de mars dernier à Kinshasa et va s'étendre jusqu'à l'intérieur du pays. Et en justice toujours, alors que le ministère public a requis 20 ans de travaux forcés et l'arrestation immédiate de l'ancien Premier ministre Augustin Matata, l'opposant n'a pas tardé pour réagir. Dans une déclaration fracassante, il a dénoncé une instrumentalisation à outrance des plus hautes juridictions du pays. Je cite la Cour constitutionnelle et la Cour de cassation qui l'accusent d'être manipulée par la présidence de la République. Une sortie qui a relancé le débat sur l'indépendance de la justice en RDC. Et on va parler diplomatie parlementaire à présent. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, à Luanda, a pris part à la 15e session ordinaire de l'Assemblée plénière du Forum des parlements des pays membres de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Devant ses pairs, le speaker de la Chambre basse du Parlement a mis un accent sur la volonté manifestée par le chef de l'État, Félix Tshisekedi, de s'attaquer aux causes réelles du conflit afin de mettre fin à la guerre à travers des solutions durables qui ne doivent plus ramener le pays dans un cycle des violences à répétition. En cette troisième journée consacrée à la conférence des présidents des pays membres, ces assises se sont essentiellement penchées sur l'analyse du rapport de la mission d'information parlementaire sur la situation politique, sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Ces rapports a été présenté par le secrétaire général sortant de la CIRGL, Tembo Moueloa Ronald, devant la conférence des présidents conduite par l'honorable Nelly Moutsi Boutete, présidente de l'Assemblée nationale zambienne. À l'unanimité, la conférence des présidents a adopté ces rapports moyennant quelques amendements dont les plus pertinents sont venus du président Vital Kamerhe, notamment sur l'évaluation de la situation sécuritaire sur terrain depuis la production de ces rapports qui ne mentionnent pas l'occupation d'une partie du territoire congolais par l'armée rwandaise. Le speaker de la Chambre basse du Parlement a mis un accent sur la volonté manifestée par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de s'attaquer aux causes réelles afin de mettre fin à cette guerre à travers des solutions durables qui ne doivent plus ramener les pays dans un cycle de violence à répétition. Il a relevé le fait que la République démocratique du Congo est victime de son hospitalité datant, chose qui fait souffrir aujourd'hui sa population doublement en subissant les atrocités commises par les FDLR et l'armée rwandaise sur son territoire. Les recommandations telles que sont expliquées ce contrôle, qui doivent faire un peu dans son sol, de tout ce que j'ai vu, et on ajoute à la phase 2. Il n'y a pas qu'un territoire à l'est de la RDC. Il y a des troupes de Rwandaises à l'est de la RDC. C'est dans la relation de la Nations Unies, c'est dans la résolution 2773 des Nations Unies. Le président de l'Assemblée nationale a cependant mis un accent particulier sur les efforts diplomatiques consentis par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en défendant la cause congolaise, chose qui, peu à peu, commence à interpeller plus d'un pays à l'échelle internationale. Et l'actualité autour du décès du pape François à présent, des milliers de fidèles catholiques continuent d'affluer ou de s'amasser devant la basilique Saint-Pierre de Rome afin de rendre un dernier hommage à la dépouille du pape François, devant laquelle plus de 500 000 pèlerins ont déjà défilé depuis mercredi matin. Avant les obsèques de ce samedi, les cardinaux qui rejoignent progressivement Rome se sont réunis ce jeudi matin pour la troisième fois au lendemain d'une nouvelle congrégation en présence de 103 d'entre eux, électeurs et non-électeurs. Ces réunions préparatoires fixent les modalités des événements avant le conclave auquel 135 électeurs, ceux âgés de moins de 80 ans, sont invités à prendre part. Certains ont toutefois déjà annoncé qu'ils ne viendraient pas pour raison de santé.
Et 4 jours après sa mort, les réactions et les témoignages continuent de se multiplier. Pour Freddy Kita, ancien ministre de la coopération internationale en RDC, le pape François a été un homme d'humilité, de la foi et d'engagement pour la paix, mais surtout un grand soutien pour la RDC. C'est une triste nouvelle parce que personne parmi nous s'attendait à cette disparition physique brusque. Et nous, les chrétiens du monde, nous pleurons sa disparition. Mais qu'à cela ne tienne, c'est un grand serviteur de Dieu. Il a servi le Seigneur en toute volonté. Et aujourd'hui, il m'a rappelé dans son église. Je tiens à porter personnellement une condoléance à tous les évêques de partout à travers le monde, et surtout dans ce siège, là où le pape a exercé son pouvoir diplomatique. Et je me dépasse personnellement, donc déjà pour assister au 25, parce que je ne veux pas que le pape nous a beaucoup soutenu. Je disais aussi dans le titre, ce 24 avril 2025 marque le 9e anniversaire de la mort de l'artiste musicien Papa Wemba. La communauté congolaise et la communauté culturelle se trouvent en ce moment même au Musée national congolais pour une grande cérémonie d'hommage et des commémorations. Une cérémonie au cours de laquelle vont être organisés à la fois des témoignages, mais aussi des expositions, et un livre dédié à l'artiste sera présenté. On retrouve sur place notre reporter Nathan Diamoueté. C'est un événement inédit depuis la disparition de l'artiste musicien, l'icône de la rumba congolaise Papa Wemba. 9 ans après, aujourd'hui, les musées nationaux de la République démocratique du Congo pense à lui en tenant justement cette activité au programme. D'abord sur place, nous avons rencontré plusieurs personnalités et au programme de cette journée, d'abord, ce sera divisé en 2 parties. La première partie sera justement consacrée par le mot de bienvenue du directeur du musée de la rumba, et puis des témoignages sur Papa Wemba qui seront faits par la veuve maman Ama Zone, et puis on aura également la locution du directeur général AU de l'Institut national des musées nationaux du Congo, et puis il y aura également la ministre de la Culture qui fera aussi son entrée, et on aura aussi son mot, et entre-temps nous allons vous faire découvrir des personnalités que nous avons rencontrées sur place ici au Musée national de la République démocratique du Congo, ici précisément à Kinshasa. D'abord, nous avons pris la réaction de Jean-Marie Kassamba, qui est un grand journaliste reconnu en Afrique et au monde, et qui a donné ses impressions par rapport d'abord à la tenue des activités à l'occasion de 9 ans de la disparition de Papa Wemba, ainsi que quelques artistes qui ont aussi donné leur point de vue, leurs mots. On l'écoute et puis on va revenir. Nous sommes là, ambassadeurs, artistes et musiciens, mélomanes, ses amis, pour lui rendre hommage et se rappeler de ce qu'il était. Moi je pense que ce pays doit à Papa Wemba. La jeunesse des années 80, 90, 2000 jusqu'à maintenant, c'est reconnaître ce monsieur qui était à la fois grand artiste, chanteur, compositeur, lanceur de mode, pour ne pas dire influenceur en tout domaine. Et donc, c'est n'est que justice. J'aurais voulu que ce musée soit rempli à la fois d'artistes et des gens qui l'aimaient. Mais l'ingratitude congolaise, elle existe. Mais que cette génération soit fière d'avoir eu un artiste comme Papa Wemba, respecté ici au Congo à travers le monde, qui se disait lui-même formateur d'idoles. Je ne connais pas un seul artiste qui ne s'est pas inspiré à la fois de Wemba, du style et de la grandeur. Donc cette jeunesse doit s'inspirer beaucoup de Papa. Ce qui m'inspire, Papa Wemba, c'est un papa pour moi. En fait, je l'ai vu chez moi, venir chez moi avec mon père, ils étaient des amis. Donc pour moi, c'est un grand honneur d'être là déjà pour l'honorer, parce que c'est un peu ma première fois d'être là. Et aussi d'honorer sa mort, d'honorer tout ce qu'il a fait, tous ces noms-là.
Vous savez, l'artiste est décédé le 24 avril 2016 lors de son méga concert en Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, le gouvernement congolais ainsi que le monde de la culture dans le monde commémore le 9 ans depuis sa disparition. Nathan Diamouité pour les comptes de Télé 50. On va prendre à présent un communiqué du comité de suivi de la paye qui informe l'ensemble des agents et fonctionnaires de l'État que le démarrage effectif de la paye est prévu pour ce jeudi 24 avril 2025. Les opérations de mise à jour de l'État liquidatif du mois du deuxième trimestre 2025 a pris plus de temps que prévu. Ce décalage est principalement dû aux nouvelles intégrations effectuées en début de semaine et en début de trimestre également, notamment à travers les enveloppes supplémentaires allouées au doublement de la solde des éléments des FARDC et de la police nationale congolaise. Des dispositions idoines ont d'ores et déjà été prises afin de rattraper ce retard et clôturer les opérations dans le mois avec un glissement probable de 48 heures. Le comité de suivi de paye réaffirme l'engagement du gouvernement à assurer dans la régularité et la transparence la rémunération des agents et fonctionnaires de l'État. Et pour terminer, à l'occasion de la journée du livre et du droit d'auteur, les sœurs de Pauline ont lancé la 7e édition du Félibi, le festival du livre et de la Bible. Il s'est tenu 7 fois dans la cité, loin de la ville, pour plus de proximité avec la population. Sous le thème « Le livre porte du savoir ». Nous sommes à Régini, dans l'enceinte de la librairie Pauline. Le Félibi réunit encore une fois les professeurs, étudiants et amoureux de la lecture autour du livre et de la Bible. Le thème de cette année est « Le livre porte du savoir ». En 8 années, ce festival a permis de vulgariser la culture de la lecture et faciliter l'accès aux livres et à la Bible à des milliers de personnes dans la capitale. Cette nouvelle édition s'annonce donc passionnante. Félibi, c'est une structure qui est là pour encourager la lecture. Moi, je pense que les parents ont aussi leur part parce que l'enfant commence à aimer la lecture dès le bas âge. Moi, je dirais aux parents de coopérer à cette initiative, de faire aimer la lecture, de faire revenir la culture de la lecture. Parce que comme cette année, nous l'avons dit, la lecture, le livre, c'est la porte du savoir. Plusieurs événements sont à l'ordre du jour, des expositions, des spectacles et des concours littéraires, mais aussi des conférences. Le Félibi est désormais à Kinshasa, l'un des grands événements autour du livre et de la Bible. Ils nous ont parlé de beaucoup de choses, ils nous ont expliqué que les livres donnent la connaissance, ça donne plusieurs choses, ça enrichit notre vie. Et ensuite, à la fin, ils nous ont montré d'autres choses qui sont aussi essentielles. Nous avons visité la librairie, les bibliothèques et nous ont partagé des livres. Vraiment, je suis très content. Que Dieu vous bénisse de participer à cette activité. Le Félibi favorise aussi l'émergence des maisons d'édition et apporte un coup de pouce aux écrivains encore méconnus. Il est un cadre idéal pour l'initiation à la lecture, surtout pour les enfants, grâce à l'engagement des sœurs des Paulines. Cette édition s'étend sur tout un mois, soit du 16 avril au 17 mai. Les grandes maisons d'édition y exposent et vendent leurs livres sur numéro 1, avenue Béni à Régini, dans la commune de Lemba. On va passer au rappel des titres à présent. Première fumée blanche dans les négociations entre le M23 et le gouvernement congolais. Un communiqué conjoint a été publié mercredi sous la médiation du Qatar. Si rien de nouveau n'a été dit, il reste cependant un premier pas dans les discussions directes entre les rebelles et la RDC. Emmanuel Macron, en visite à Madagascar, s'est exprimé sur la crise en RDC. Il s'est opposé au double standard, défendant l'intégrité territoriale de la RDC au même titre que celle de l'Ukraine. En musique, il se tient en ce moment une grande cérémonie d'hommage à Papa Wemba au musée national congolais à Kinshasa à l'occasion du 9e anniversaire de sa disparition. Un livre dédié à l'artiste sera présenté au cours de ce grand événement où se mêleront témoignages, spectacles et expositions en hommage à Kuruyaka.
Dans le monde, nouvelle journée d'hommage au pape à la basilique Saint-Pierre où est exposée la dépouille du souverain pontife. Des milliers de fidèles affluent pour les derniers hommages avant la cérémonie officielle de ce samedi. On va passer à présent à la revue de presse. Restez avec nous, madame, messieurs. Et rapidement, on va lire les journaux avec Moïse Chamala, que j'attends. Moïse Chamala, bienvenue à vous. Merci Gaëtan Kouba-Bourranzi et bonjour à tous ceux qui nous suivent de partout dans les mondes. 2 titres pour cette revue de presse. D'abord, affaire Bukanga Alonso, 20 ans de prison requis contre Matata Ponyo par le ministère public. Exactement Gaëtan Kouba-Bourranzi, bien qu'absent, mais le ministère public n'a pas passé outre. On commence avec cette une du journal ACP Gaëtan Kouba-Bourranzi qui écrit « Procès Bukanga Alonso, 20 ans des travaux forcés requis contre l'ancien Premier ministre Matata ». Eh bien, Gaëtan Kouba-Bourranzi, ACP, rapporte que le procureur général a demandé 20 ans de détention contre 3 prévenus, dont Augustin Matata Ponyo, ancien Premier ministre, Deogracias Mutombo, ex-gouverneur de la BCC, et Grobler Christo, homme d'affaires sud-africain. Selon l'ACP, ils sont poursuivis solidairement Gaëtan Kouba-Bourranzi pour détournement des fonds destinés à la réalisation du projet des parcs agro-industriels des Bukanga Alonso. En outre, les ministères publics réclament Gaëtan Kouba-Bourranzi une illégibilité des 10 ans pour Matata Ponyo, 5 ans pour Mutombo, ainsi que l'expulsion des Grobler à l'issue de sa peine. Eh bien, des casseroles politiques ressorties, tempête des tropiques, souligne qu'Augustin Matata Ponyo est rattrapé par ces vieilles casseroles. L'affaire Bukanga Alonso s'ajoute à l'enquête sur les prétendus marchés internationaux de Kinshasa où des millions de dollars auraient été détournés au lieu d'être investis socialement. Malgré l'absence des principaux prévenus à l'audience du 23 avril, la Cour constitutionnelle a tenu sa séance, confirme les journaux montrant la détermination de la justice à faire avancer les dossiers. Eh bien, vers une application sévère de la loi, la prospérité met en avant l'appel du ministère public. Appliquer sévèrement la loi contre les 3 prévenus, insistant sur la peine des travaux forcés à la demande d'arrestation d'Augustin Matata Ponyo. Eh bien, pour Info 27, absent 6 lignes de l'audience, il voit aujourd'hui les ministères publics requérir contre lui 20 ans de prison, une arrestation immédiate et 10 ans d'inéligibilité. Le verdict est attendu le 14 mai. On va parler à présent de Doha, un titre qui a intéressé également les journaux qui sont revenus sur l'accord en vue de cessez-le-feu entre Kinshasa et le M23. Exactement, Gaëtan Kouba-Bourranzi, ça suscite plusieurs réactions, bien que chacun de son côté, un communiqué conjoint a été signé. Commençons avec les potentiels qui s'interrogent, Gaëtan Kouba-Bourranzi. Cessez-le-feu à Doha, une chance d'échanger les schémas traditionnels. Eh bien, Gaëtan Kouba-Bourranzi, l'accord de cessez-le-feu récent conclu entre Kinshasa et l'AFC M23 à Doha au Qatar suscite à la fois des espoirs et des inquiétudes quant à sa véritable efficacité. Dans les passés, les accords de paix en RDC ont souvent mené à des partages des pouvoirs plutôt qu'à des solutions durables au conflit. Ces schémas récurrents pourraient compromettre les aspirations de ceux qui souhaitent voir émerger un véritable dialogue politique. Actualité.cd renchérit que les 2 délégations affirment avoir mené des discussions franches et constructives, Gaëtan, et ces 10 ans prêtes à poursuivre leurs efforts pour rétablir une paix durable en RDC. Gaëtan, pour finir, Radio France Internationale insiste sur le fait que c'est pour la première fois que les 2 parties ont communiqué officiellement sur les pourparlers tenus à Doha hier. Dans une déclaration conjointe, les représentants de la République démocratique du Congo et ceux du mouvement armé ont annoncé avoir convenu de travailler à la conclusion d'une trêve en vue d'un cessez-le-feu effectif. Merci beaucoup, Moïse, pour cette présentation. Je vous en prie. Merci à vous aussi d'avoir suivi ce journal, madame, monsieur.
Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.